Hey, salut tout le monde, bienvenue au Gérant d'estrade. Aujourd'hui, nous sommes le 17 mars 2021. Là. Commence à faire beau, commence à faire chaud, les belles journées s'en viennent. Aujourd'hui, on a une émission vraiment, vraiment spéciale. Car avec nous, il y a quelqu'un qui a toujours été présent dans ma vie quand que j'organisais des événements, soit pour la fondation à mon fils David, lorsque ma femme Guylaine on a su qu'elle avait le cancer, qu'il lui restait 3 à 6 mois. On avait fait une levée de fonds pour aller à Cuba. Steve était présent, une belle annonce dans le journal. Steve Sauvé, grand lutteur de la région de Valleyfield. Steve, merci d'être là. Eh ben, ça me fait plaisir, Pierre. Merci beaucoup, le grand lutteur. Là. J'essaye, puis je t'explique que moi, j'ai toujours aimé la lutte. Hein. Y en a qui me disent hey, d'où vient ta passion de la lutte? Le plus loin souvenir que je suis capable de me rappeler, c'était que j'avais 3 ans. Ma mère m'a emmené au Centre Paul Sauvé. On partait de Valleyfield, on s'en allait au Centre Paul Sauvé, on allait voir la lutte. Puis à cette époque-là, je me souviens aussi que les samedis, il y avait de la lutte à 11h30 le soir qui était présentée par la WWF à l'époque, avant qu'il change de nom. Puis moi, elle me couchait à 6h30 à tous les samedis, mais elle me réveillait à 11h pour que je puisse écouter la lutte. Écoute, Steve, je vais présenter ceux qui sont avec nous, puis je vais revenir avec toi. Avec nous ce soir, Eric, le modéliste, et Eric, de son surnom Ricky Boy. Sûrement que si il serait un lutteur, on dirait And now, coming in the ring, Eric, Ricky Boy. Salut, Pierre, ça va bien? Ça va super bien, Eric. Yes. Aussi avec nous, un des plus grands fans des expos, un fan des Browns, un ami de longue date, un fan de lutte, a pu finir. Denis, salut Denis, comment tu vas? Ça va bien toi, Pierre? Ça va super bien, Denis. On parle de lutte, on a tous des surnoms. Est-ce que tu as un surnom? Bon, on m'appelle Bandit depuis que je suis tout petit. And now, coming in the ring from Valleyfield, Québec, Bandit! Éric Lefebvre, aussi un grand fan de baseball, de hockey, rendu un mordu des gérants d'estrade. Éric, salut, comment tu vas? Yes, sir. Comment ça va, vous? Ça va super bien. Toi, Éric, est-ce que tu as un surnom? Yes. Moi, c'est Will the Thrill. Hello, the new champion of the world, Will the Thrill! Woo! Et on va finir ça avec la personne que je connais qui écoute la lutte le plus. Écoute, on parle de lutte avec Steve Marché-Chaud. Il est tout le temps présent, des anecdotes. Steve, salut, comment tu vas? Super, super. Écoute, je vais te demander la même question, Steve. Ton surnom? Tout dépendant des époques, j'en ai eu plusieurs. C'est sûr que j'ai fait du mannequin un peu, qu'on m'appelait de model, mais dans le temps de Stone Cold Steve Austin, on m'appelait Stone. Écoute, je vais choisir de model, OK? Hello! Coming in the ring for the championship belt. C'était quoi déjà? The model, Steve Marché-Chaud. La compétition à Ricky Martel. Oui. Écoute, Steve, je reviens avec toi. Écoute, pour commencer, tu m'as envoyé un petit peu un historique de toi. J'ai tombé à bas de ma chaise. Je vais y aller quand même vite parce que c'est 1994, champion régional ACW, 1995, champion régional ACW et champion par équipe, 1996, champion de la télévision lutte Lanaudière, NCW, 2000, champion par équipe junior ICW, 2004, champion extrême PWE, 2008, champion par équipe NWC, 2009, champion provincial ICW, 2010. Écoute, j'en ai jusqu'à 8 heures, Steve. Ouais. On peut les arrêter. On peut arrêter ça là. Écoute, attends, ma première question, c'est que tu as commencé à en parler. Tout petit, là, tu me disais que ta mère t'emmenait au Centre Paul Sauvé, mais quand tu arrivais à l'école, à la maternelle, tu prenais-tu le premier puis tu le lançais dans le corridor? Bien, je peux pas te dire oui, mais je peux pas te dire non plus. C'est sûr, écoute, des petits gars, ça se bataille.
Tu sais, moi, là, de tout ce que j'ai vu, puis même encore aujourd'hui, tu sais, j'allais chercher ma fille à l'école, les petits gars, ça chamaille dans le cours d'école. Moi, je le faisais, mais sauf qu'à l'époque, au lieu d'être Steve, je me pensais pour Jacques Rougeau. Tu sais, c'est ça. C'était ma réalité de la vie. C'était ce que je connaissais, ce que j'aimais. Moi, encore aujourd'hui, ça a l'air bizarre. Des fois, là, Pierre, puis peut-être que tes collaborateurs aujourd'hui, c'est le même. C'est déjà arrivé que parce que je dise que j'aime la lutte, puis j'aime la lutte plus que le hockey, le monde me trouve bizarre. Tu sais, on dirait que. Puis la lutte, là, on ne se le cachera pas. À une certaine époque, à l'an 2000, je crois, il y avait eu une étude qui avait été faite. La WWF rapportait par année ce que les Rangers et les Mets rapportent. Incroyable. Puis, il y a encore du monde qui sont gênés de dire qu'ils l'écoutent et qu'ils aiment ça. Et en quelque part, en 2017, moi, j'ai vécu un rêve de petit gars. On est parti, moi et un autre gars de Valleyfield. On est monté à WrestleMania à Orlando. Il y avait 95 000 personnes dans le stade. En quelque part, la lutte, il doit y avoir du monde qui l'écoute, là. Hein? Écoute, la lutte, comme je disais, là, quand on parle de lutte sur les gérants d'estrade, c'est le show le plus drôle. On en a eu un, je pense, la semaine passée, c'était à pleurer de rire. Mais quand tu étais jeune, là, tu me parlais de Raymond Rougeau. C'était qui tes modèles avant que tu deviennes lutteur? Là, tu disais, wow, moi, je veux être lui. Ben, moi, j'aimais beaucoup Dino Bravo. Je trouvais que c'était le bon gars, gros gars. Il avait un charisme incroyable. Puis, j'essayais de m'identifier à ce gars-là. Puis, des fois, là, et ça, c'est stupide ce que je vais compter là, puis ça me gêne quasiment. Tu sais, il luttait, supposons, à Valleyfield, parce qu'il y avait des spectacles de lutte à l'Arena Salaberry. Puis, dans la journée, là, je me disais, hey, je me demande qu'est-ce qu'il fait présentement. Il est-tu en train de s'en venir? Hey, est-ce qu'il a décidé quel pantalon qu'il allait? Écoute, je m'imaginais sa vie. Ça allait jusque-là, ma passion pour la lutte. Là. Écoute, tu parles des galas de lutte à l'Arena de Valleyfield. Je sais, peut-être que tu t'en souviens, peut-être que tu t'en souviens pas, c'est pas grave, mais moi et Denis, on a un lien en particulier. C'est que notre grand-père était l'arbitre à la lutte. Son nom, c'était Timé Hallé. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Ben, écoute, moi, Pierre, je vais te relancer là-dessus en plus. Quand j'ai été propriétaire d'une fédération de lutte à Valleyfield qui s'appelait la MWF, puis une journée, je me suis assis puis j'ai dit, écoute, 6 mois à Valleyfield, puis à Valleyfield, on a tout le temps eu une histoire avec la lutte professionnelle. Tu sais, il y en avait à l'ancien Coke, je ne sais pas si tu te rappelles, à Valleyfield, il y avait une usine de Coke. À l'ancien Coke, en haut, il y avait de la lutte. Puis je me suis mis à faire des recherches. J'ai tombé sur un Timé Hallé, j'ai tombé sur un Marcel Lafrenière, il y a eu Marcel Laframboise. Comment il s'appelle, Denis? Marcel Larivière. Larivière, je m'excuse. Puis j'ai décidé de rendre hommage à ces gens-là. Donc, malheureusement, M. Hallé, qui est votre grand-père, était décédé, mais c'est son gars Claude qui est venu dans l'arène. On lui a remis une plaque pour souligner l'importance de son père, parce que sans ces pionniers-là, il n'y aurait pas de lutte aujourd'hui. Là. Wow, écoute, Steve, c'est une famille des petites émotions, là, parce que je vois mon oncle Claude arriver dans l'arène et que tu lui remets une plaque. À un moment donné, je vais fouiller moi aussi, mais pour continuer avec toi, Steve, en 94, tu fais tes débuts à la lutte. C'est quoi, là? Comment ça fonctionne, un mois? C'est quoi les démarches, le matin de ton premier combat? Vas-y. Ben écoute, pour être vraiment franc, comment ça marche? Ça a mal été. Ben, moi, je pensais que c'était beaucoup plus facile que ça. Puis j'ai commencé, puis au deuxième cours, je me suis brisé la jambe. Donc, ça a mis un hold pendant 4 mois. Mais il y a eu un entraînement qui s'est fait à Montréal avec Luigi Prou, qui était à l'époque dans la lutte internationale, lui, avec les Dino Bravo, les Jacques Rougeau, les Abdullah the Butcher. Puis, je me suis entraîné. Puis, à un moment donné, j'ai eu la chance d'être entraîné par Len Kojak Shelley, qui était un Québécois très, très, très connu. Puis, peu de monde savent ça, mais Len Shelley, c'est un gars de Vaudreuil. Donc, lui, à l'époque, son fils Éric
avait besoin simplement de faire du ring parce qu'il y avait un essai qui s'en venait pour la WWF, puis il avait besoin de gars pour s'entraîner. Fait qu'en échange de l'entraîner, son père m'a montré à faire de la lutte. Écoute, ça doit être. C'est une belle histoire, mais ton premier combat, là, c'est le matin. C'est la Le veille, premier là. combat, le matin, il n'y a pas vraiment eu de matin parce que je pense que je n'avais pas dormi cette nuit-là. Là. J'étais tellement nerveux, puis tout ça. Puis je me présente à la salle, puis je me fais dire 3 minutes, puis c'est fini. Là, je fais comme, voyons, 3 minutes. Moi, là, j'ai invité à peu près 60 personnes là, pour qu'ils viennent me voir être le champion du monde. Là. Puis il est en train de me dire que je vais faire 3 minutes. Ça a été un gros coup sur l'orgueil. Puis j'ai compris après que, hey, l'important à la lutte, c'est de comprendre, tu ne fais pas de la lutte nécessairement pour toi, mais tu fais de la lutte pour les gens qui ont payé pour venir te voir. Puis, moi, te dire de quoi, quand tu as 18 ans, puis tu as tous tes chums dans la salle, là, puis que tu luttes contre un gars de 40, puis le promoteur te dit, tu fais 3 minutes de match. OK. Mais après le 3 minutes, là, j'avais comme intérêt à ne pas relever mon épaule. Hein, parce que le monsieur ne l'aurait pas trouvé drôle, lui. Écoute, quand on parle de lutte, là, c'est tout le temps des fourrés, des hochages de tête. Écoute, on est lutteur, on s'entraîne beaucoup, l'alimentation, la diète, ça demande une discipline quand même incroyable pour toi. Là, pendant toutes ces années, on s'entend que des chips, de la bière puis des peanuts, c'est pas trop souvent. Là. Ben, il y en a eu, là. Tu sais, j'ai pas tout le temps fait attention à moi. Moi, je te dirais que depuis les 10 dernières années, je fais bien plus attention à moi parce que, tu sais, quand, Pierre, moi, j'ai 45 ans, tu es sensiblement dans mon âge, peut-être 2-3 ans de plus, là, tes cheveux blancs te trahissent. Moi, j'en ai plus. Mais, tu sais, c'est moins dur quand tu es jeune. Tu sais, mais plus tu vieillis, tu sais, supposons, je te donne un exemple, je me suis fêlé des côtes, moi, j'avais peut-être 22-23 ans en faisant de la lutte, puis une semaine après, je reluttais. Mais à cette heure, je me fêle des côtes, on dirait que ça prend un mois avant de guérir. Tu sais, c'est tout le temps plus long. Fait tu sais, quand tu es plus jeune, tu fais un petit peu moins attention, tu prends moins soin de toi. On le voit aussi, tu sais, je vais te donner un exemple de hockey. Les joueurs de hockey, ils guérissent bien plus vite quand ils sont jeunes. Puis pourtant, ils ont le même médecin, là. Mais c'est le corps humain qui est fait de même. Donc, plus que tu y vas, plus tu vas commencer à faire attention. Mais au début, l'alimentation, je vais te dire de quoi. Moi, je m'entraînais pour prendre du poids, prendre de la masse dans le but d'être plus impressionnant parce que ce que je voyais à TV comme lutteur, moi, j'avais le goût d'avoir l'air de ça. Mais ça, c'est toutes des choses que maintenant, ça a changé. Tu sais, les gens qui écoutent la WWE présentement, ils peuvent voir que des Daniel Bryan ou quoi que ce soit, c'est des gars qui ne sont pas nécessairement des monstres, mais que leur talent a fait en sorte que ça leur a ouvert des portes. Écoute, oui, exactement. C'est sûr que ça ne doit pas être facile d'être comme une diète, de ne pas aller dans les bars, de ne pas trop boire, de se coucher de bonne heure. Mais c'est quoi le feeling qu'on a quand on est sur le bord du rideau, là? Puis surtout là, à nos premières années ou vers la fin de notre carrière, peu importe, là, on est sur le bord du rideau, puis on sait que c'est nous. Que c'est toi qui vas être le prochain à annoncer, puis là, la foule est là. Soit que tu es un vilain, puis ils te disent des mauvais mots, soit que tu es un bon, puis ils te disent tous des bons mots, mais toi, tu l'as vécu. Le rideau, je l'ai fait tantôt en entrée de show, mais là, c'est toi. C'est Steve Sauvé, 100 000 dans le ring pour un combat contre X. C'est quoi le feeling? Le feeling, il est comme indescriptible. C'est l'instant, là. Moi, là, je le dis souvent, on dirait que je ne le réalise pas jusqu'à temps que la musique ne parte pas. Pourtant, je suis là, puis je vois les gars qui vont lutter, puis tout le kit, là. Mais c'est la musique. Moi, c'est vraiment quand la musique part, il n'y a plus rien qui existe. L'instant du, je ne sais pas, je vais dire 15 minutes là, de match, l'instant de ces 15 minutes-là, là, je l'ai déjà dans ma tête. Je sais relativement comment il va se passer, comment il va se finir et tout ça, mais ce que je ne sais pas va être la réaction que le monde va avoir. Puis ça, c'est la meilleure des drogues qu'il n'y a pas sur la Terre. C'est... Moi, tu sais, tu me demandes, Steve, fait 1 an là, que je ne fais pas de lutte à cause de la pandémie. Ça te manque-tu? Ce qui me manque, c'est cette 2 secondes-là que ma toune à part, là, puis je vais franchir le rideau. Si tu me demandes, Steve, tu t'ennuies-tu de tomber du 3e câble à terre sur le ciment? Pas en doute. Je ne connais pas personne qui s'ennuie de ça, moi. Mais le 30 secondes que de l'entrée, d'avoir...
sais, tu prends un 2 litres de Pepsi, là, mais transforme-les en 2 litres d'adrénaline puis bois-les d'un coup. C'est ça. Écoute, Steve, je t'ai jamais vu lutter. Ben, depuis qu'on parle de lutte avec Denis et d'autres personnes, c'est officiel que je vais aller vous voir. Je vais aller te voir lutter, Steve, ça c'est sûr. Je vais faire un petit peu ça vite parce que je suis convaincu que mes invités ont plusieurs questions à te demander. Écoute, en 94, tu as fait ton premier combat. En 94, tu es devenu champion pour la première fois. C'est quoi recevoir la ceinture pour la première fois de série? Je vais te dire de la façon que ça devrait et la façon que moi, c'est arrivé. Là, tu devrais prendre ça comme une reconnaissance que les gens te font confiance puis qu'ils veulent bâtir quelque chose avec toi. Moi, j'ai gagné la ceinture et dans ma tête, ça a dit « je suis le meilleur au monde ». Non, tu n'es pas le meilleur au monde. Ils ont décidé d'investir du temps dans toi. C'est ça qu'il faut que le... Tu sais, malheureusement, moi, j'arrive là, je suis jeune, j'avais un talent. J'avais un certain talent. J'étais-tu le meilleur au monde? Pas pantoute, mais j'avais un certain talent qui m'a permis de gagner et que les promoteurs ont décidé, on y fait confiance, on va investir du temps, de l'argent ou quoi que ce soit sur ce gars-là. Mais c'est comme ça que j'aurais dû le comprendre, au lieu de, dans ma tête, ça me fasse un déclic de dire « je suis le meilleur au monde, patati patata », parce que moi, Pierre, là, je ne serais pas gêné de vous le compter. J'ai lutté à un moment donné, j'avais 18 ans, j'ai eu un booking pour aller lutter pour Henri Dosti, qui est décédé aujourd'hui à Québec. J'étais arrivé sur la tourne Simply the Best, tout fraîchier, comme ça se peut pas. Puis je luttais contre Sonny Warcloud. Puis Sonny m'a dit calme-toi le jeune. Je l'ai envoyé promener. Puis en me donnant des claques dans le chest, il me l'a fendu. À la fin, j'ai compris. À la fin, là, j'ai fait comme OK, j'ai compris. Là. Puis j'avais compris. Écoute, écoute, j'ai écouté te demander, tu as eu l'euphorie de devenir champion du monde plusieurs fois. Mais quand on décide, parce que comme tu dis, c'est les autres un peu qui décident que tu perds ta ceinture, comment on se sent? Bien, tu passes le flambeau, hein? Parce que moi, là, je le dis souvent, puis c'est une joke que j'ai souvent, parce que quand tu as des jeunes dans un vestiaire, c'est la première affaire qu'ils vont te dire, c'est « As-tu déjà été champion? » Puis tu dis oui, puis là, il me dit combien de fois? Puis là, je pense que je n'ai à peu près 18. Fait que je dis, ben 18. Puis là, les autres sont tous « Wow! » Puis je dis tout le temps aux jeunes, je dis, ouais, mais ça veut dire que je l'ai perdu 17 fois, ça. Écoute, à un moment donné, il ne faut pas. Mais tu passes ta ceinture. Puis, tu sais, souvent, la lutte, là, c'est une question d'opportunité. Hein? Que tu sois n'importe où, que ce soit dans une fédération, dans un sol d'église ou que tu sois au Madison Square Garden, il faut juste que quand tu as peur, là, tu te renouvelles puis tu te dis, écoute, je vais aller la rechercher. Je vais aller la rechercher. Je vais réussir à aller la rechercher. Là. Écoute, tu parles du Madison Square Garden. Une de mes questions était, tu as sûrement beaucoup voyagé au cours de ta carrière, soit à travers le Québec, les États-Unis. J'écoute te demander, c'est les plus belles places que tu as faites? Les plus belles places que j'ai faites, c'est le Québec. Écoute, les plus beaux souvenirs et fun de lutte, là, des shows dans des campings. Ça, là, c'est incroyable parce que les gens sont là pour avoir du fun et pour être divertis. Tu sais, j'ai déjà été lutter aussi à un moment donné à Niagara Falls. C'était vraiment le fun. Puis cette journée-là, je ne l'ai pas apprécié comme qu'il se devait. Ben, je luttais contre Jamie Superfly Snuka. Puis écoute, je me rappelle que je suis couché dans le ring, là. Je le vois sur le 3e câble, il monte, là. Puis je fais comme, hey, je voyais ça à ma TV quand j'étais jeune. Puis là, c'est sur moi qui va sauter. Puis j'ai comme pas réussi à l'apprécier. Puis non, j'ai pas voyagé tant que ça aux États-Unis ou quoi que ce soit parce que ça prend un permis de travail pour aller aux États. Puis ça te prend un talent incroyable pour réussir à percer aux États-Unis. Présentement, on a 4-5 gars du Québec là, qui sont justement en train de percer aux États-Unis. D'ailleurs, la WWE, il n'y a pas longtemps, avait un champion qui venait de Marieville au Québec, qui était Kevin Owen. Puis pourtant, Kevin, on luttait ensemble. Écoute, Kevin Owen, là, luttant avec moi, c'est même show au Chevalier de Colomb à Valleyfield. Mais il a un talent incroyable, ce gars-là. Fait qu'il arrive ce qui arrive. Puis écoute, il n'a rien volé. Ces gars-là, tu sais, Pierre, puis tout le monde,
dans le fond, c'est de savoir quel sacrifice que tu es prêt à mettre pour y aller. Tu sais, c'est tout le temps ça. Hein? Il n'y a rien qui est donné, autant que ce soit au hockey, au baseball ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est vrai que c'est beau des belles histoires ou quoi que ce soit, mais en quelque part, là, faut que tu aies le talent, faut que tu aies été prêt à mettre les sacrifices, puis faut que tu l'aies mangé ton pain noir. Là. Puis eux autres, ben, ces gars-là ont été prêts à le faire. Écoute, quand tu parles de sacrifice, le poil me dresse un peu de sur les bras. Là. L'histoire des gérants d'estrade est assez particulière. J'en ai fait des sacrifices. Les gars avec nous vivent aussi sûrement des sacrifices dans leur vie. Quand tu dis c'est comme ça qu'on en sort plus fort et fier de notre réussite, tu as tellement raison. Et le goût de te demander, Steve, tu as affronté, tantôt tu me disais Jimmy Superfly. Est-ce que tu as affronté d'autres lutteurs que tu voyais à la télé? J'ai partagé les vestiaires avec plusieurs lutteurs. Je pourrais te nommer Carlito, je ne sais pas si tu connais ça. Jack Swagger, qui lui a été à la WWE, à la AAA au Mexique, qui a fait des combats extrêmes avec l'organisation, pas le UFC, l'autre, juste à Bellator. J'ai partagé les vestiaires avec Joey Mercury. J'ai lutté contre Jimmy Snuka. J'ai lutté avec Jacques Rougeau. J'ai partagé les vestiaires avec beaucoup de gars, mais je n'ai pas nécessairement lutté parce que ce qui arrive, c'est que souvent, ils vont faire venir un lutteur des États-Unis. Il va déjà avoir une monture, une structure de combat de fait pour que ce gars-là vienne, parce que ça coûte énormément cher. Là. Supposons que demain matin, moi et toi, on part un show de lutte et que tu me dis hey, j'aimerais ça en finale avoir, je ne sais pas, moi, Jack Swagger. Ben écoute, ça va nous coûter 3 000 de faire lutter, son billet d'avion, plus son hôtel, puis il ne couchera pas au motel Grand-Île. J'en doute pas. Je ne savais pas que ça coûtait aussi cher que ça. Oui, puis les gars vont demander de l'argent dans une enveloppe, pas de chèque, pas rien. Hein. Ça, les enveloppes, hein, on pourrait en parler souvent. Écoute, Steve, avant le show, on s'est parlé, puis j'ai été honnête avec toi. Moi, la lutte, c'est Shawn Michaels, c'est Undertaker, j'en oublie, Ultimate Warrior. Un petit peu après ça, là, on dirait les années 90, mon intérêt a commencé à baisser parce que là, c'était Monday night, Wednesday night, Friday night, Saturday night, Monday night, ça finissait plus. J'ai comme fait que là, je ne suis plus capable de suivre, mais les années 80-90 avec Shawn Michaels, Randy Macho Man avec la belle Elisabeth, qu'est-ce que tu penses de ces années-là? Ça a été les belles années de la lutte. C'était ce qui a fait en sorte de former la lutte d'aujourd'hui. Ça a été, tu sais, les Shawn Michaels de ce monde, ils ne seraient pas là aujourd'hui si ça n'avait pas été des autres avant. Puis ceux d'aujourd'hui, ils ne seraient pas là si ça n'avait pas été des Shawn Michaels. Mais on était chanceux parce que nous, dans les années 90, la lutte avait comme évolué. Tu sais, si on se rappelle, puis les gens qui écoutent Gérant d'estrade, je les invite à faire ça. Allez voir la lutte de Mad Dog Vachon, supposons. C'est pas pareil. Puis, moi, je suis persuadé qu'en 2050, la lutte ne sera plus pareille que ce qu'elle est présentement. Elle a évolué. Nous, on a été comme la transition, notre génération, entre le Mad Dog Vachon puis ce qu'on a aujourd'hui. Tu sais, ça paraît pas, mais ça a fait un gros boom. C'est comme si on disait aujourd'hui, regarde des parties de hockey de Jean Béliveau. Hey, c'est plus pareil. La game n'est plus là. C'est vraiment plus pareil. On a été chanceux, on a connu cette évolution-là, nous autres. Écoute, j'ai des images quand tu me dis Mad Dog Vachon, là, j'ai Édouard Carpentier quand il faisait son backflip Édouard Carpentier a révolutionné la lutte. Édouard Carpentier, ça a été le premier à arriver ici. Puis il s'entraîne. Moi, j'ai déjà parlé avec Édouard Carpentier. Il ne s'entraînait pas justement juste en faisant des poids haltères ou en prenant des chutes sur un ring de lutte. Ce gars-là passait à peu près 2 heures par jour sur une trampoline pour son agilité, pour être capable d'être là. Tu sais, Édouard Carpentier, oui, il avait une belle musculature pour l'époque. C'était souvent, tu sais, tu arrivais là, puis le gars n'était pas nécessairement très musclé. Mais Édouard, oui, il était musclé, puis en plus,
il n'était pas grand. Fait que ce qu'il fallait qu'il fasse pour compenser, c'était des acrobaties. Puis aujourd'hui, quand tu vois là, autant les lutteurs mexicains qui, écoute, ça fait des fois, je regarde ça. Puis même aujourd'hui, là, je dis, Colin, ce gars-là, là, il aurait pu faire le cirque du soleil à la place de faire de la lutte. Mais c'est à cause des gars comme des pionniers comme Édouard Carpentier qui ont intégré ça au sport. Oui, écoute, je sais que les gars ont hâte de demander des questions. Je vais te demander une dernière question, puis après ça, je vais passer la parole à mes invités. Si je te demanderais les lutteurs qui ont marqué ta carrière, autant dans la WWF, autant au Québec, là, mettons 5 ou 6, ça serait qui? Pour moi, au Québec, le meilleur lutteur, le gars le plus complet qu'il y a eu, là, à mon époque, que j'étais plus jeune un peu, puis c'est peut-être pour ça que je n'ai pas réussi à accrocher comme il devrait, c'est Ricky Martel. Ricky Martel a été le premier Québécois champion solo d'une grosse fédération qui était la AWA à l'époque. C'est une machine à faire de la lutte. Ricky Martel a lutté contre les plus grands de son époque. Il a lutté contre Ric Flair devant des stades de baseball. Pas des petites affaires, là, des stades de baseball. C'était incroyable. Si je te prends des brawlers, mais je vais vous les nommer, mais je ne sais pas si vous connaissez Billy Robinson, qui, lui, il est arrivé au Québec, il faisait une tournée. Il y avait Lord Alfred Ace comme gérant. C'était un gars que, écoute, c'était un legit badass. Là. C'est le genre de gars que tu vois dans un bar, ça ne te tente pas d'aller demander s'il veut une autre bière. Il fait peur un peu. Il y a des Dino Bravo, comme je te disais tantôt. Plus tard, j'ai eu un coup de foudre pour un gars. Écoute, puis un coup de foudre pour un gars, là, c'est non, inquiétez-vous pas, messieurs, là, pour Shawn Michaels. Shawn Michaels est encore à l'heure actuelle, selon moi, ce qui se faisait de mieux dans le divertissement sportif qui est la lutte professionnelle. Je t'en parlais à un moment donné, Pierre, puis ça, j'invite n'importe qui à faire cette description-là. C'est Bret Hart, un lutteur, qui avait sorti l'échelle de cotation. Tu prends 3 catégories. Là. Je vais aller lentement parce que si les gens, les auditeurs, les gérants d'estrade veulent le faire chez eux, là, tu mets une catégorie look. Ce que le gars a l'air. Écoute, y a-tu l'air d'un lutteur, ce gars-là? Tu prends le in-ring, quand il lutte, est-ce que ses mouvements sont bien? C'est-tu beau? C'est tout. Puis, tu prends une catégorie qui s'appelle micro. Voir quand il te fait une promo, là, il te convainc-tu, il te donne-tu le goût de sortir ton 20$ pour acheter un billet? Toutes ces catégories-là, tu les mets sur 10 et Shawn Michaels me donne 27. Je donne 9 partout. C'est le seul lutteur que je suis capable de donner 27. Écoute, comme je disais tantôt, Shawn Michaels a été mon idole dans la lutte. Je vais laisser un peu de temps à mes invités, puis j'ai une petite section à parler avant la fin. Éric, le modéliste, Éric, je ne me souviens plus de ton surnom de lutteur. Ricky Boy. C'est Ricky Boy. Ricky Boy. Éric, Ricky Boy, est-ce que tu as des questions à demander à Steve? Oui, pardon. Moi, j'ai juste une petite parenthèse quand Steve parlait de Len Shelley tantôt. Je me souviens avoir vu sur YouTube récemment un combat qu'il avait fait contre, je dis mon ami, c'était une connaissance parce qu'on a vécu dans le même quartier, Gilles de Fiche-Poisson. Ouais. Ça dit quelque chose, Steve? Ben oui, c'était lutte internationale. C'est ça, parce que moi, je restais à Longueuil, puis Gilles habitait à Longueuil déjà un temps. Et puis, il était dans mon quartier, puis il avait lutté contre Len Shelley. Puis d'ailleurs, je pense que c'était un des derniers combats en carrière de Gilles Poisson. Puis c'était au Centre Paul Sauvé en mai 87. Puis c'est allé voir ça, c'est sur YouTube, justement. Moi, je voulais savoir, Steve, dans le ring, t'aimes-tu mieux être un bon ou un vilain? Je vais t'expliquer. Moi, je n'ai pas nécessairement de préférence, mais c'est beaucoup plus dur d'être un bon. Je t'explique. C'est facile de se faire haïr. Tu sais, là, tu t'envoies promener quelqu'un, tu lui dis, je ne sais pas, moi, qui manque des dents ou que ceux qui a sont noirs ou quoi que ce soit, c'est facile. Mais de réussir à convaincre quelqu'un de t'aimer, ça, c'est dur. Ouais. Ça, c'est vraiment dur. Mais, côté spectacle, si le gars, il est vraiment bon,
c'est parce que le vilain qui est avec, il l'est aussi. Ouais. C'est ça, il faut que les deux lutteurs soient bons T'sais, dans le ring. Moi, je dis souvent qu'un combat de lutte va être aussi bon que le moins bon des gars qui est dans le ring. OK. Écoute, Supposons que demain matin, je lutte contre Shawn Michaels. Le combat, il va être aussi bon que moi, je vais être capable d'y donner. Ouais, c'est sûr. C'est ça. écoute, Eric, t'avais-tu une dernière question à demander à Steve? Oui, moi, je voulais savoir, puis ça me chicotait un peu. Je voulais savoir, Steve, qu'est-ce que tu penses des lutteurs sur les stéroïdes versus les lutteurs de la vieille école, comme tu parlais, comme les Rougeau, Bravo, tout ça, parce que on voit qu'il y a beaucoup de lutteurs que, malheureusement, qui en sont décédés dans les dernières années. Là. Je pense à Chris Benoit, je pense à celui qui faisait Mr. Perfect, Kurt Hennig. Kurt Hennig. Ouais, il y en a eu beaucoup. Ma position, puis va peut-être déplaire à beaucoup de gens. Moi, tu sais, souvent, là, il y a des gens qui vont faire des stéroïdes anabolisants pour avoir un beau shape quand ils vont à la plage. Ces gars-là, eux, ils font des stéroïdes anabolisants pour gagner 1,5 million par année. Puis le gars puis ça, c'est vrai, là, ce que je vais dire, si le gars ne fait pas ça, il y en a un autre qui va le faire à sa place, puis c'est pas lui qui va réussir à assurer son avenir. Donc, il ne faut pas jouer à l'autruche puis penser qu'il n'y a pas de stéroïdes dans le monde de la lutte. Il y en a. Malheureusement, les stéroïdes, ce qu'ils vont aussi faire, c'est qu'ils vont te réussir à camoufler des blessures parce que tu vas moins les ressentir et tout ça. Donc, moi, c'est ça que... Parce que, tu sais, pour être vraiment, 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 vraiment franc avec vous autres, il n'y a pas un de ces gars-là qui a été forcé à prendre des stéroïdes. Ça a été un geste volontaire de leur part. Est-ce qu'il aurait dû... C'est pas à moi de prendre position, de dire « Hey, toi, tu ne devrais pas faire ça » ou « Toi, tu devrais. » Moi, ce que je peux dire, c'est qu'à l'époque, si je retourne d'il y a 20 ans en arrière et que je reçois un appel de Vince McMahon pour me dire « Écoute, Steve, on t'engagerait si tu réussis à peser 225 livres de muscles. » La décision ne sera peut-être pas super longue à prendre. Écoute, Eric, c'était de bonnes questions. La dernière, une excellente. Oui, je veux juste... Parce que le pourquoi aussi que je pensais à ça, c'est que, tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles, comme les British Bulldogs, puis la fameuse bagarre entre Jacques Rougeau et Dynamite Kid. Puis, on va dire que les British Bulldogs, côté stéroïdes, là, aïe, 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 aïe. Écoute, il n'y avait pas juste des stéroïdes, là, les British Bulldogs. Dynamite Kid, c'est un legit badass. Là, j'ai dit ça tantôt. C'est le genre de gars que, écoute, dans son sac de lutte, là, c'était pas juste du linge qu'il y avait. Puis, justement, si cette histoire-là t'intéresse, moi, je t'invite. Il y a bientôt, ils sont en train de tourner. Ça s'appelle Dark Side of the Ring. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. C'est des documentaires, des anciennes histoires de lutte qu'il y a eu. Puis ils viennent de tourner à Toronto récemment avec Jacques Rougeau, puis de la famille à Dynamite Kid. L'histoire en arrière de ça, là, pour faire une grosse histoire courte, c'est une histoire d'intimidation que Jacques Rougeau, à un moment donné, il a mangé une volée, puis il s'est vengé avec un rouleau de 10 cents dans les mains. Oui, ça, j'ai aussi l'histoire aussi. Écoute, Eric, c'était vraiment de bonnes questions. Puis juste pour revenir avec Steve sur l'histoire des stéroïdes, quand tu dis que si Vince McMahon t'appelle et te demande de peser 35 livres ou 50 livres de plus de muscles, ta réponse est vient assez rapidement. Si Vince McMahon m'appelle et me demande la même chose, c'est pas trop long, j'ai une aiguille dans la fesse. Ben, écoute, moi, c'est juste parce que je veux être franc avec les gens, là. Tu sais, aujourd'hui, à 45 ans, non, mais tu sais, à l'époque, puis surtout que quand tu fais de la lutte, ton but, là, c'est d'aller à WWF. Fait que quand il t'appelle et qu'il te dit « Hey, il te manque 15 livres, 20 livres, là, qu'est-ce que tu fais? » Bon, ben, écoute, OK. Je suis franc, là. Écoute, je joue mes cartes, là, je suis blanc comme neige quand je le dis. Je l'aurais fait. Ben, écoute, j'en ai ta franchise, Steve, puis tout le monde l'aurait fait. C'est lui qui va dire je ne l'aurais pas fait. J'ai 2 millions par année qui m'attend ou j'ai 50 000 par année qui m'attend à travailler à l'usine du coin de la rue. La décision est assez facile à faire. Puis en terminant là-dessus, ce que je trouve
un petit peu triste de la lutte, c'est que c'est beaucoup concentré sur le look aussi. Tu sais, ça prend des muscles. Dans le temps, il y avait un petit peu de bedaine, il y avait un petit peu de gras, mais rendu des années 2020, début des années 2000, ça prenait un look Monsieur Muscle. Ben oui, c'est en plein ça. Écoute, on va passer avec Denis. Denis, que tu connais bien. Denis, qui est un grand fan de lutte. Denis, as-tu des questions à demander à Steve? Oui, j'en ai deux. Mon lutteur le plus stiff que tu as affronté, c'est qui? Le plus stiff que j'ai affronté, écoute, un gars qui était très, très, très solide, mettons, là. Qui était. Il y en a eu une coupe, mais là, je suis en train de me dire c'était quel le pire. Ben, mettons Johnny C. C'est un lutteur au Québec. Lui, là, je ressortais d'avoir lutté avec lui. Puis il me disait tout le temps, je disais tout le temps, hey, gros, il me semble qu'à soir, t'étais rough. Puis il me disait tout le temps, on n'est pas là pour faire du macramé. Mais, écoute, Denis, parce que ça, je ne sais pas si ça va être dans tes questions, mais ça, c'est pas un lutteur stiff, mais il y a aussi, tu sais, les gens, là, ils tripent ses chops à la lutte, hein. Tu sais, une chop, c'est un athénie dans le chest, là, tu sais, que si tu es au Centre Bell, t'espères que des grilles l'entendent, là. Les deux plus gros choppers que j'ai eus dans ma vie, là, Luigi Prou et Jake Matthew. OK, c'est sûr que c'est des noms pour nous qu'on connaît un petit peu moins, là, mais j'imagine encore les chops. On entendait la foule tout à l'heure entendre « Ouh! Ouh! » Oui, mais tu sais, ça paraît pas, là, mais ça fait mal. Hey, moi, là, à un moment donné, là, je me rappelle d'avoir lutté contre Luigi Prou, puis il m'avait donné une coupe de bonne chop. Puis en arrière, j'avais dit au gars, d'après moi, j'ai un bleu, ça colonne. C'est bon. Denis, ta deuxième question. La deuxième, c'est déjà fait attaquer par un fan. Tu l'envoyais promener. Non, mais j'avais été chanceux. La sécurité dehors, il y avait tout le temps quelqu'un à l'époque qu'on luttait sur la rue Saint-Germain avec la ICW. Puis la sécurité, il était là dehors, mais le gars m'attendait avec son jack de char. Puis, oui, mais il faut que je le compte parce que là, il y a de l'air fucké, ce gars-là. Là. Mais c'était un couple qui venait tout le temps à la lutte. C'était tout le temps le même gars puis la même femme. Ils s'assisaient tout le temps aux mêmes places. Puis, tu sais, entre deux prises, ils se donnaient des becs. Là. C'était vraiment des amoureux, comme ça se peut pas. Puis, il y a un samedi qu'on niaisait parce qu'elle n'était pas là. Fait que là, on ne lâchait pas de dire « Hey, elle t'a laissé. » Puis, elle était peut-être juste malade ou quoi que ce soit. Mais la semaine d'après, elle était là. Fait que moi, c'était à mon tour à lutter, je suis méchant. Puis je dis à la fille, hey, vous êtes revenus ensemble? Puis elle dit, ben, il m'a pas laissé, on était tout le temps ensemble. Je dis, ben, en tout cas, il était avec un autre samedi passé, puis il l'embrassait. Puis hey, là, il voulait me tuer. Là, c'est qu'à la fin, là, il y avait le Jack de char dehors, puis il dit, dis que c'est pas vrai, dis que c'est pas vrai. Hey, voyons, là. Écoute, il faut pas que tu crois ça, fille, là, mais il était vraiment fâché. Là, Steve, là, tu ne nous comptes pas une histoire de lutte, une histoire de pêche, là, c'est vraiment vrai. Là. Écoute, je pourrais vous compter bien pire que ça, les gars, mais je ne le ferai pas. Là. Ah ouais, juste une, juste une. Ben, c'est des initiations, mettons, de lutte. Attends, je vais le mettre, je vais faire semblant que je vais le mettre hors d'onde. OK, on est hors d'onde. OK. Ça s'appelle la saucisse. C'est pas vrai, là. Hein? Non, mais ça s'appelle la saucisse. C'est la seule chose que je vais vous dire, les gars. Mais je peux te dire que tu as le choix entre deux choses et que finalement, tu t'aperçois que c'est une saucisse hot dog. Quand on parle de lutte, là, c'est tellement, tellement différent. Écoute, Steve, je vais t'inviter à l'écouter un épisode qu'on a fait la semaine passée. Là, ça se mourait de rire. Là, puis c'est la même chose ce soir. Éric, tu as sorti ta ceinture de champion du monde. C'est à ton tour, si tu as des questions, demander à Steve. Ah oui, mon Steve, j'aurais deux questions pour toi. La première, c'est le move dans ta carrière que tu as fait, la manœuvre qui t'a fait le plus mal. La manœuvre qui m'a fait le plus mal, tu vas rire de moi. Tu sais, quand le bon gars
monte sur les câbles sur le deuxième pour faire le 10 punch. Tu sais, là, tu donnes les coups de poing, puis là, la foule compte 1, 2, 3. Ouais. Bon, moi, là, c'est prévu qu'à 7, le gars va me repousser. Mais j'ai donné un trop gros élan, puis je suis tombé sur la tête, puis j'ai fait une commotion. Puis, écoute, je me rappelle réellement de monter sur le gars pour faire les 10 coups de poing, puis après, c'est fini. Je ne me rappelle plus de rien. Puis j'ai regardé sur le tape après, là, puis on a refait à peu près 5 minutes de match, mais je ne m'en souviens pas de ces 5 minutes-là. Aïe, aïe, OK. Oui, c'est comme si je pars, puis c'est un trou noir. Ça, c'est vraiment ce qui m'a fait le plus mal, parce que c'était même pas... Ben non, ben, j'en ai eu une autre blessure. On était en entraînement. Est-ce que, je ne sais pas, les gars, si vous ne connaissez pas ce gars-là, je vous invite à aller voir ça. C'est Cédric Rougeau, c'est le gars de Jacques Rougeau. On est en entraînement, puis il veut me projeter. Lui, il est dans le milieu du ring, il veut me projeter à l'extérieur. Puis j'ai passé par-dessus le troisième câble, mais ma jambe, elle a cogné sur le côté du ring. Puis j'ai eu une rupture complète des ligaments entrecroisés. J'ai eu une rupture complète du ligament collatéral interne, puis du ménisque. Il a fallu que je me fasse opérer pour ça. Je dois avoir eu à peu près, je ne sais pas moi, une quarantaine de tacs d'un jambe, là. Écoute, Éric, juste Steve, on va dire que ça fait plus mal que la saucisse. Oui. Ben, la saucisse, ça fait juste bien mal à l'orgueil. J'ai pas pu m'empêcher. Éric, ta deuxième question. Oui, ma deuxième question. Steve, probablement que tu es tout à peu près comme nous autres. Tu regardes le Monday Night Raw, tu regardes le SmackDown, tu regardes les NXT, tu regardes 205. Dans toute la gang, là, si tu dis, là, c'est lui que j'aimerais affronter. Dans tous les lutteurs qu'il y a là, c'est qui tu aimerais affronter? Il y a 2 gars. Il y a Adam Cole, parce qu'il est juste excellent. Puis Cesaro. Cesaro, c'est... Tu sais, il y en a du monde, à un moment donné, il me disait hey, tu ne voudrais pas affronter Ricochet? Je ne serais pas capable de suivre ce gars-là. Mais un gars comme Cesaro, il est vraiment, vraiment bon. Puis Adam Cole à NXT, écoute, tu l'écoutes NXT, là? As-tu déjà vu un mauvais match d'Adam Cole? Jamais. Je te dirais, là, si on compare les époques, là, c'est une copie de Shawn Michaels. Oui, il manque un peu de grandeur, un peu de grosseur, puis il manque d'avoir la confiance de la WWE. C'est vrai. Écoute, Éric, tu as 2 excellentes questions. J'ai le goût de te demander, tu es champion de quelle région avec ta ceinture sur ton épaule? Ah, ça c'est un gag. C'est la ceinture la vieille ceinture de la WWF. OK. Ça, c'est une ceinture de chez Walmart. Parce que dans ce temps-là, ce qu'on faisait au hockey, avec la gang, celui qui connaissait un bon match, dans la chambre après, c'est lui qui avait la ceinture. C'est une ceinture bien cheap en petit plastique. Là. Mais c'était le petit running gag qu'on avait. Puis c'est pour ça que je l'ai encore, que je l'ai sorti. Regarde, ça fait un beau souvenir quand même. Ben oui. Merci beaucoup, Éric, pour tes questions. C'est vraiment bon. On va terminer avec Steve. Steve, vas-y avec tes questions. Ah, il y en aurait plusieurs, là. Mais, J'en doute pas. Vas-y. On va essayer de... le feeling que tu as eu quand Kevin Owens a commencé à Raw. Parce que c'est rare les lutteurs qui commencent puis qui gagnent contre le gars vraiment dit le visage de la compagnie. Puis McMahon, il l'a fait gagner contre John Cena. Ben écoute, j'étais vraiment content pour Kevin. Puis j'étais content pour la lutte du Québec aussi. Parce que c'est un gars de chez nous. Puis comme je disais tantôt, puis Denis était là à ces époques-là. Kevin, là, il venait lutter à Valleyfield. Tu sais, quand tu vois un gars de chez vous qui gagne, tu peux pas être jaloux. Tu peux juste faire comme wow. Puis s'il y a bien quelqu'un qui l'a mérité, c'est lui. Moi, je me rappelle aussi, il y a 1 an à peu près avant ça,
la WWE était venue à Montréal. Puis à cette époque-là, John Cena faisait des John Cena Challenge. Ah ouais, ouais. Puis le gars qui a sorti des rideaux, là, c'était Sami Zayn. C'est un gars de Laval. C'est un gars qui luttait avec nous autres aussi. T'sais. Moi, je peux juste être content pour ces gars-là. Puis comme je disais tantôt, ils n'ont rien volé. Ils ont tellement fait des sacrifices puis tout que wow. Mais je m'en disais j'ai marqué, mais là, si je commence à dire des termes de même, je vais perdre du monde. Où ce que j'ai vraiment fait wow, puis là, sauter dans mon salon, puis c'est rare, c'est quand Kevin Owens a battu Seth Rollins pour devenir champion de la WWE. Là, j'ai fait wow. Ah oui. Ben, parce que c'est surtout que je sais que je me souviens, il s'était fait dire pense pas monter plus haut, tu vas rester à NXT pour faire monter les gars. Puis quand Triple H, d'après moi, il l'a vu dans sa soupe, puis ça n'a pas été long. Ça a pris 5 mois, puis il est en haut. Ben, ça, là, on appelle ça le talent. T'sais, il est bon, Kevin. Il est bon. Le gars, je ne le dirai jamais assez, il n'a rien volé. C'est un exceptionnel. Ça l'arrive dans tous les sports. Au hockey, là, on a eu des Crosby, des Ovechkin. Il y a pas mal juste à Boston qu'il n'y a jamais eu de vraie vedette. Mais. Hey, Steve, attention, Steve, je sais où ce que tu demeures. Hein? mais tout ça pour dire, à la lutte, là, en plus, on en a eu un, puis il vient de chez nous, du Québec. On peut juste être content de ça. Ah ouais. Puis, là, je vais la reposer. Un lutteur, t'aurais-tu aimé ça, lutter, mettons, contre Undertaker? Plus ou moins, je te dirais. C'est tout ce que j'aurais aimé. Moi, là, lutter contre Undertaker, j'aurais aimé ça, lutter là, à WrestleMania, pour le voir rentrer. Ah ouais. Tu sais, c'est ça qui est le plus mythique. Hein? Ouais. Je me rappelle quand on est allé à Orlando voir WrestleMania, justement, Undertaker avait fait la finale contre Roman Reigns. Puis je regardais son entrée. Là. Puis là, j'étais là, wow, c'est incroyable comment c'est hot. Ça, j'aurais aimé ça. Mais sinon, moi, lutter contre Undertaker, non, je pense pas que j'aurais trippé tant que ça. Premièrement, c'est vraiment un big guy. Il y aurait eu tellement une différence de poids, de grandeur et tout ça. Mais, tu m'avais dit, Steve, tu luttes contre... Écoute, je vais y aller, là. Mais non, mais oui, pour le voir rentrer. Parce que lui aussi, quand il a lutté contre Brock Lesnar, il y a eu une commotion dans ce combat-là. Puis il y a 3/4 du combat qui ne se souvient pas pantoute. Il ne se souvient pas pantoute. J'ai écouté le reportage de ça à un moment donné. Puis Lesnar a été vraiment... Tu sais, il y en a qui... On aura l'opinion qu'on veut de Brock Lesnar, là. Parce que, tu sais, le monde va dire « il ne défendait jamais sa ceinture ou quoi que ce soit. » Lui, il a juste respecté son contrat. Là. La WWE, il donnait, mettons, 12 dates par année. Bon, j'en fais 12, puis tu veux j'en fasse 13, paye-moi plus. C'est normal, le contrat est fait comme ça. Ouais. Mais à ce combat-là, la commotion est survenue rapidement. Au début, fait que tout le reste du match, là, c'est Lesnar qui parle à Taker, puis OK, là, on va faire ça. Puis tu vois en plus qu'il en prend vraiment soin, qu'il fait attention avec ses manœuvres pour ne pas le blesser encore plus, que quand que les deux tombent à terre, Lesnar va avoir un bras dans le dos, qu'il est prêt à manger le poids du Taker sur le bras pour pas qu'il se repète la tête ou quoi que ce soit. Il était vraiment gentleman là-dedans. Puis aujourd'hui, quand tu vois des entrées de lutteurs, tu te vois-tu à leur place quand ils font l'entrée, justement? Ah, j'aimerais tellement ça des fois, là. Tu sais, comme Royal Rumble 2019, quand Edge fait son retour. Revient, là. Moi, dans les dernières années, là, c'était Moi, là, j'ai vécu de quoi de semblable à ça. En 2011, le 15 ou le 16 janvier 2011, là, je lutte contre Luigi Prou. J'en parle beaucoup de ce gars-là, finalement. Je lutte contre Luigi Prou. Puis quand je reviens chez nous, là, je suis plein de bleu sur le corps. Puis ça n'avait pas été rough. Le pire, ça n'avait pas été rough. Puis ma blonde, elle me dit, il me semble que t'es plein de bleu. Puis on laisse ça aller, ça ne guérit pas. Puis j'ai mal d'un côte. Puis je vais à l'hôpital, puis ils me disent, hey, t'as le cancer. Moi, j'avais la leucémie. J'ai lutté, puis je ne le savais pas. Si je n'avais pas fait tous ces bleus-là sur le corps, je n'aurais pas été à l'hôpital. Je serais mort.
Fait Écoute, que j'ai arrêté sur le champ pour faire des traitements de chimiothérapie. Puis, quelques mois après, là, écoute, c'est en janvier, puis j'ai recommencé au mois de septembre. Quand ma tourne a parti au mois de septembre, puis que je suis en arrière du rideau, puis que je sais ce que je m'en vais faire, là, je capotais ma vie. écoute, Fait que je peux comprendre, Edge. écoute, Steve, c'était vraiment des bonnes questions. Steve, le lutteur. Ma prochaine question était, je ne sais pas si on va le voir, là, 2011 est encerclé, là, peu importe, peut-être qu'on ne le voit pas comme, oui, comme ça, peu importe. Dans tout ce que tu m'as envoyé, champion aussi, champion ça, j'ai encerclé en gros 2011. 2011, pour moi, ça me rappelle la Coupe Stanley des Blues. Le Canadien n'a pas gagné depuis 45 ans, mais ça, c'était une autre affaire. Mais j'ai écrit à côté de 2011, là, tu livres le combat de ta vie contre un adversaire très dangereux, le cancer. Oui, bien, c'est justement, comme j'expliquais, ça a été vraiment, vraiment, vraiment dur. Je recevais plein de messages des gars de la lutte, justement, qui m'écrivaient. Tu sais, on ne se le cachera pas, en dehors de la lutte, c'est une petite communauté tissée serrée, là. Puis, j'ai essayé de retransmettre ça, les boys, puis c'est dans moi. Il y a, je pense, fait 2 ans déjà, à un moment donné, il y a la Fondation Miro qui nous appelle. Le petit garçon s'appelle William, il a 9 ans, puis il a le cancer du tronc cervical. Ils savent, William, c'est un passionné de lutte. Son rêve, c'est d'aller à la WWE, mais son espérance de vie ne lui permet pas d'attendre que la WWE vienne. Puis il ne peut pas aller aux États-Unis, prendre l'avion serait trop dangereux et tout ça. Donc, il nous demande à la ICW si on peut accueillir William. On l'accueille, tout ça. Puis, tantôt, c'est Steve, je pense qu'il s'appelle Steve, l'autre intervenant, qui me parlait de Kevin Owen. Je pogne mon téléphone, puis j'appelle Kevin, parce que oui, j'ai son numéro de téléphone. Puis je dis, hey Kevin, le petit garçon, là, il rêve de la WWE, il n'est pas capable, il est condamné, puis tout. Puis Kevin, il me dit, ce que tu vas faire, là, il dit, il était en Ohio ce soir-là, il faisait un gala, puis il dit, quand tu vas être avec, il dit, je veux que tu m'appelles FaceTime. Puis quand à l'entraque de notre show de lutte à nous autres, on a appelé Kevin, puis il a fait visiter toutes les coulisses du jeune. Il traînait son téléphone, puis il montrait tout. Le jeune a jasé avec des gars de la WWE, puis tout par FaceTime. Puis quelques semaines après, William est décédé. Puis la famille de William nous avait demandé, on a été 6 lutteurs qui ont porté William à son dernier repos. Oui, OK. C'est assez touchant, ça nous fait revivre des émotions. Écoute, l'émission achève, on va finir ça. Écoute, Steve, je vais dire, c'est un esti de beau témoignage. Je pense que c'est la première fois que je blasphème sur les gérants d'estrade, mais félicitations. Félicitations à vous autres. Puis j'aimerais ça que tu me donnes le numéro de téléphone de Kevin Owens, s'il te plaît. Ah, ça, je pense pas. Non, mais moi, Pierre, par exemple, je veux vous remercier. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment le fun que des gens comme vous autres, des passionnés de sport, tu sais, j'en connais, comme je connais Denis, on jouait au hockey ensemble il y a plusieurs années, il y a quasiment 20 ans, hein, à peu près, Denis. Puis moi, je trouve ça le fun que des tripeux de sport comme vous autres, vous vous organisiez, let's go, hey, on participe, on fait une émission, puis, tu sais, dans la vie, là, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Puis quand que tu ne défonces pas la porte toi-même, il n'y a pas personne qui va te l'ouvrir des fois. Puis ce que vous faites là en ce moment, à dire, hey, nous autres, on l'essaye, on fait ça. Puis, tu sais, de semaine en semaine, d'émission en émission, ça l'augmente. C'est juste wow, c'est juste le fun. Puis, tu sais, un jour, là, quand je vais être assis dans mon salon bien vieux, puis je vais vous écouter là, à TV, je vais dire, hey, moi, j'ai participé à ça quand il était sur Zoom. S'il vient me chercher des émotions, mon maudit Steve, je vais arrêter de te donner de la marque comme si ce serait un mauvais lutteur parce que quand j'ai commencé les gérants d'estrade, c'était l'héritage que je donnais à mes enfants. Ben oui, c'est le même. C'est tellement vrai ce que tu dis. Puis
c'est drôle, j'ai rencontré Éric Tremblay l'autre jour lors de la manifestation à Valleyfield. Puis quelques jours après, je te rencontre toi, deux des meilleurs journalistes à Valleyfield. Écoute, Steve, tu as raison. Les gérants d'estrade, c'est parti d'absolument rien. Les gars en haut sont là pour en témoigner. Puis on est rendu, je mets au défi, je le dis à chaque fois, de trouver un podcast, un show sur YouTube qui a 5 ou 6 invités, tous des no-names, faits par un no-name. Un défi, il n'y en a pas. Puis un jour, j'ai dit à tout le monde, un jour, on ne sera plus des no-names, mais on va tout le temps rester pareil. Steve, il y a quelque chose que j'ai remarqué, puis je l'ai remarqué aussitôt que tu t'étais assis. C'est quoi qui est en arrière de toi? Hey, je suis dans ma chambre, c'est mon lit. Yep. Oui, ça me rappelle des souvenirs quand je faisais des meubles en bois de palette, tu t'en souviens? Oui. Moi, écoute, c'est ma conjointe. Moi, ma blonde a les idées, puis des fois, c'est moi qui essaye de les faire, mais une chance, ça m'a aidé. On a monté un set de chambre au complet. Ouais, je te le montrerai pas là, mais je t'invite à me rappeler après l'émission. Puis je t'ai montré que ça a l'air. Ben, moi, après l'émission, je vais te rappeler parce que je vais avoir le numéro de téléphone de Kevin Owens. Écoute, Steve, l'émission achève. C'était un énorme plaisir. Puis je pense que c'est la première fois que je vais faire ça. Je vais donner la chance à mes invités de dire merci parce que la lutte, c'est le show qui donne des sourires tout le temps. C'est 1 heure de sourire, c'est 1 heure de hochage de tête, c'est 1 heure de oh oui, je m'en souviens. Éric, le modéliste, je te donne la chance de dire un dernier mot à Steve. Ben, je veux dire merci à Steve parce que je ne le connaissais pas beaucoup. Puis j'ai bien aimé ton côté humain là, quand tu parlais pour les choses du cancer, tout ça. Là, je l'avoue, là, ça a venu me chercher. Puis il y a des choses que tu as parlé qui, comme on dit, on a un certain parallèle. Là. Je pourrais peut-être l'expliquer dans un autre Zoom, là, mais ouais, bravo. Puis je remercie que tu aies été là. Ça a été super. Ben, merci à toi. Écoute, Denis, tu connais Steve depuis longtemps. Mais ce soir, les gérants d'estrade ont réussi quelque chose pour la première fois. Un premier Zoom entre les amis Denis et Steve. Ben oui. Steve, Denis, un petit dernier mot à ton copain Steve. Ouais, mais merci Steve, puis reste le Steve comme côté, c'est toujours été attentionné, puis c'est toujours à l'écoute quand on parle, puis lâche pas, puis je t'aime bien gros. Hey, ben, merci Denis. Puis là, Pierre, là, moi, il faut que je dise de quoi. Denis, c'était pas juste mon coéquipier au hockey, hein? On a gagné la coupe ensemble. Écoute, on pourrait faire un autre Zoom là, avec Denis puis toi, puis parler de plein d'autres choses. Là. Tu sais, quand que je dis là, c'est en heure de sourire, as-tu vu la réaction à Denis là, quand que tu lui as dit vous avez gagné la coupe ensemble? C'est ça, les gérants d'estrade. Il n'y a pas ça à TV, mais il y a ça sur les gérants d'estrade. Éric, un dernier mot. Je pense que je m'en allais dire la ceinture que tu as. Si tu pourrais la passer à travers l'écran et la donner à Steve, ça serait un beau geste. Oh oui, c'est sûr. Le ferait tout de suite d'être là, ça me ferait grand plaisir. Et Steve, je veux te remercier de nous avoir partagé ton vécu, tes histoires. Puis il y a bien des fois qu'on ne voit pas ce que c'est qui se passe en coulisses. Puis tu nous as permis d'imaginer c'est quoi qui se passait. Comme quand tu parlais de, tu sais, ça fait plusieurs mois que tu n'as pas lutté. Puis là, ta tourne à part, puis là, tu te dis, là c'est moi, là, c'est mon moment, je me fais plaisir à moi parce que t'es revenu de la leucémie, t'as gagné, puis tu te dis, regarde, là, je pense à moi, puis ça vient me chercher ici. Ah, ben écoute, c'était incroyable comme feeling, hein, comme tu le dis. Puis moi, là, les boys, je vous invite, là, quand on va pouvoir lutter, moi, je vous invite personnellement, là. Je vous donne 2 billets chaque, là. Là, vous allez sortir de vos salons, de vos vitrines. Tu vas emmener ta vraie ceinture, là. C'est Éric, hein, ton nom? Oui. OK, là, je vais embarquer dans mon personnage de lutte. Fait que tu vas emmener ton cul à Montréal, tu vas venir défendre ta ceinture,
Puis peut-être que tu ne repartiras pas avec, parce que même que je te l'ai pété d'en face, ta ceinture, mon homme, la seule affaire que tu vas avoir envie, c'est que ta femme vienne te chercher puis qu'elle défasse tes bottes parce que tu ne seras même plus capable toi-même de les défaire. C'est bon, je suis prêt, on part. Ouais, let's go. Ah, c'est bon, les gars. Écoute, j'ai retenu quelque chose, par exemple, que tu donnes 2 billets chacun. Ça, je l'ai 2 retenu. billets chacun, les boys, à vous autres, pour le prochain show de la ICW à Montréal. Ça va être quand? Je ne le sais pas, mais je vous invite personnellement. Pierre, je vais m'arranger pour te faire parvenir ça là, quand on va pouvoir enfin faire de la lutte. D'après moi, ça va bien cet été. Je pense que oui, il a déjà commencé à avoir des spectateurs des arénas dans les nationales. Oui, mais le problème, je ne pense pas que ça va être les spectateurs, ça va être les lutteurs. Nous autres, il faut qu'on se touche. Oui, il y a ça. C'est quand même pas pareil. Là. Vous n'avez pas d'équipement par-dessus vous autres. Là. Vous êtes en petite bobette. Ce n'est pas quand même la même affaire. Steve, écoute, gros sourire pendant 1 heure de temps. Le dernier petit mot à Steve. Ah ben merci, ça c'est le fun d'avoir moi c'est surtout les anecdotes là. C'est pour ça que j'aime regarder l'émission Stone Cold parce que tu vois les vrais lutteurs puis je veux dire les vraies personnes. Puis ben merci d'avoir été là. Puis en terminant, je dirais vendredi soir au Centre Paul Sauvé avec Eddie de Brain Richmond puis le Gros Noir. Tu vas voir, on va faire ta fête. Hey, Pierre, est-ce qu'il nous reste 1 minute? Je vais vous conter une dernière anecdote. Ah, Steve, si tu veux, il reste 2h15 si tu veux. OK. Je vous conte une dernière anecdote, puis après ça, je vous laisse là-dessus. On est dans un 24 heures de lutte. On ramasse des fonds pour l'hôpital juif de Montréal. En finale de la soirée, c'est Richard le Magnifique Charland contre Martin Rolland. Et dans la foule, il y a un ancien gérant, c'est le gérant Dino Bravo, qui s'appelle Frenchy Martin. Moi, là, je me retrouve qu'à la fin du gala, je suis seul dans la chambre avec Richard Charland. Puis là, il me regarde, puis il dit « Hey, le grain, on va-tu prendre une bière? » Mais moi, je suis persuadé qu'il me parle, fait que je réponds, je fais comme « Ben oui, certain! » Mais je n'avais pas vu que Frenchy Martin était en arrière. C'était à Frenchy Martin qui parlait. Mais je me suis comme auto-invité dans leur bière à eux autres. Et on est arrivé au bar, il était minuit, et j'ai couché dans mon auto parce que je ne pouvais pas revenir. Écoute, je vois l'image là, au bar. Je ne te demanderai pas c'était à quel bar, mais d'après moi, c'était pas une discothèque. Ben, moi, ben oui, il y avait de la musique et les gens dansaient avec un peu des habits de lutteurs. Tu sais, il y avait pas mal juste des bobettes. Avec un petit tabouret et un poteau dans le milieu de la place. J'ai aucune idée de quoi tu fais allusion. Écoute, ton sourire dit tout. Écoute, Steve, aujourd'hui, c'était une émission vraiment spéciale parce qu'on parle de lutte, c'est des fourrés, mais pour la première fois, il y a eu de l'émotion. Il y a eu vraiment, vraiment beaucoup d'émotions. Je t'ai senti vraiment que tu as ouvert ton livre, tu as ouvert ton cœur, puis tu étais super généreux. Je te remercie 1352 fois d'avoir été présent au Gérard d'Estrade. Ben écoute, moi, je te remercie de m'avoir invité parce que, tu sais, quand je suis là, je réponds à vos questions puis tout, mais dans le fond, là, je fais aussi une des affaires que j'aime le plus au monde, je parle de lutte. Mais c'est ça que tout le monde dit là, quand j'ai invité, je pense que c'était le 6e mégastar qui passe au Gérard d'Estrade. Pas mégastar, là, mais... Mais tout le monde me dit la même chose. Quand on parle de baseball, il n'y a pas de trouble. Quand on parle de hockey, il n'y a pas de trouble. Quand on parle de lutte, il n'y a pas de trouble. Mais c'est le but des Gérard d'Estrade de connaître vos histoires. Là-dessus, à la maison, j'espère que vous avez aimé le show. C'est vraiment différent. Les codes d'écoute sont de plus en plus hautes. J'ai été voir ce matin. C'était hallucinant là, combien de personnes regardent des vidéos sur YouTube. Je vous remercie tous. Merci tous 1000 fois là-dessus. Mais je vous dis à la prochaine. Demain, un autre show qui promet, je ne dis pas son nom. Ah ben oui, je vais dire Patrick Bordelot. Patrick Bordelot va être avec moi, avec nous demain, lui avec sûrement plusieurs choses à nous conter. Là-dessus, à la maison, comme je disais, prochaine, à la